Des bandits armés ont causé la mort et blessé plusieurs personnes dans la commune de Ndjili, dans l'est de la ville. Les élus provinciaux ont fait une descente sur place et ont pu constater les dégâts. Depuis l'identification de la nouvelle majorité au Parlement, il est également effectué un changement pour les groupes parlementaires. Jean-Marc Kabounda Kabound, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'a fait savoir aux différents présidents au cours d'une large rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade de la Tanzanie à Kinshasa pour rendre hommage au feu président John Pombe Magufuli, décédé mercredi dernier. Parmi les premiers signataires, l'on a rencontré les députés nationaux et autorités morales du parti API. Joseph Kokonyangi, l'ultra-kabiliste, avait beaucoup d'estime à l'endroit de ce vaillant panafricaniste. De son retour des vacances parlementaires, l'élu des Pangui n'a pas pu se reposer en apprenant la mort du président tanzanien John Magufuli. Il est allé à l'ambassade de la Tanzanie en République démocratique du Congo exprimer ses vives condoléances au peuple tanzanien. Épris de compassion, le député national Joseph Kokonyangi a écrit des mots chauds de soutien et sympathie, vantant le nationalisme et le patriotisme du président tanzanien John Magufuli. L'Afrique vient de perdre un fils, l'Afrique vient de perdre un papa, un patriote parmi les patriotes africains. L'exemple du patriotisme, l'exemple de l'amour du peuple, c'est John Magufuli Pombe. Nous avons été obligés, sans plus tarder, de venir ici, à l'ambassade, présenter toutes nos condoléances au peuple tanzanien, nos frères de sang, les Tanzaniens, mais aussi à la famille de l'illustre disparu, Papa Magufuli. Depuis la mort du président tanzanien John Magufuli le 17 mars dernier, de suite des complications cardiaques, la vice-présidente du pays a prêté serment et devrait achever le mandat de John Magufuli en 2025 selon la constitution tanzanienne. Après le basculement de la majorité à l'Assemblée nationale, il se constate par le premier vice-président de la Chambre basse que sur 19 groupes parlementaires, 16 ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Jean-Marc Kabound a tenu à passer cette information personnellement à tous les présidents de groupes parlementaires. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabounda Kabound, a réuni les présidents des groupes parlementaires pour dresser un état des lieux, que selon l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, émet certaines conditions pour appartenir à un groupe parlementaire. Il a, à cette occasion, dégagé même des conséquences au cas où un membre décide de quitter son groupe parlementaire. Nous avons réfléchi sur tout ça et je crois qu'un compromis a été trouvé pour aujourd'hui. Nous allons devoir faire un effort d'emmagasiner plus d'informations, parce que certains éléments nous ont été donnés aujourd'hui, que mon cabinet pourra mettre dans le lot de ce que nous avions dit avant, pour que dans de prochaines réunions, nous puissions savoir l'FCC garde combien de groupes parlementaires aujourd'hui, l'Union sacrée en a combien. Cela va nous aider à faire fonctionner l'Assemblée dans la mesure où la conférence des présidents est composée en grande partie par le président du groupe parlementaire. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement est d'accord que de nouveaux animateurs soient désignés à la tête de groupes parlementaires, selon le travail qui a été abattu et doit être peaufiné. Il se dégage que 13 des 16 groupes parlementaires appartiennent à l'Union sacrée de la nation et 3 sont dans le FCC. Mais il y a des réglages à faire, notamment sur le nombre, les chiffres ou carrément sur les noms des uns et des autres. Le développement des provinces, le message de félicitations de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie au nouveau speaker de la Chambre haute du Parlement, le plaidoyer des députés provinciaux impayés et l'accompagnement du Sénat dans la réalisation
du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Ces sujets ont dominé les audiences que le président du Sénat, Modeste Bahatulukobo, a accordées aux représentants pays PNUD, à l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo, au collectif des députés provinciaux et au panel d'experts qui accompagnent le mandat du président à l'Union africaine. Au cours d'un échange fructueux, le président du Sénat, Modeste Bahatulukobo, a présenté à Dominique Sam, le représentant pays PNUD en République démocratique du Congo, les différentes réformes qu'il compte mener pendant son mandat à la Chambre haute du Parlement congolais, avec un accent sur le développement des provinces. Des réformes qui appellent bien entendu à l'appui du PNUD qui s'est dit disposé à accompagner le processus de développement. Il était question de voir comment est-ce qu'on peut accompagner la Haute Chambre dans une certaine vision qu'il a déclinée devant nous. Et le moment venu, on va revenir pour dire c'est ce qu'on entend faire, comment est-ce qu'on entend accompagner, n'est-ce pas, sa présidence. Quant à l'ambassadeur russe Alexei Saint-Bov, il a été porteur des messages de félicitations de Valentino. Madame Mavienko, qui souhaite un fructueux mandat au président du Sénat, tient à tout prix à réactiver la diplomatie parlementaire agissante avec la République démocratique du Congo. Une occasion pour le diplomate russe et le speaker de la Chambre haute du Parlement d'évoquer la coopération bilatérale entre les deux pays. Sous un autre chapitre, Modeste Bahatulukobo a reçu le collectif des députés provinciaux des 26 provinces. Il sollicite l'implication du président du Sénat pour être remis dans leurs droits, c'est-à-dire toucher leurs émoluments de plusieurs mois. À leur tour, leurs collègues nationaux issus de la province du Tanganyika ont fait part au président du Sénat de leur mission effectuée dans cette province dans le cadre de l'Union sacrée. Le clou de ces audiences, c'est donc l'entretien que Modeste Bahatulukobo a eu avec l'équipe d'accompagnement du mandat du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Ils lui ont expliqué la vision du chef de l'État pendant son mandat à la tête de l'organisation panafricaine avant de solliciter justement l'accompagnement du Sénat dans la réalisation de cette vision. Le quartier 7 de la commune de Ndjili a été visité par un groupe de bandits non encore identifiés et le passage de ces malfrats a coûté la vie à 2 paisibles citoyens et blessé plusieurs autres. La population de Ndjili lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour résoudre ce problème dû essentiellement au manque d'électricité dans cette partie de la ville. Ils ont été visités par des bandits à main armée dans la nuit d'hier et ont perdu 2 paisibles citoyens ainsi que plusieurs blessés par balles. La population reconnaît avoir vu certains de ces malfrats qui étaient en tenue de la police. Qui peuvent les aider à emmener leurs cris aux autorités compétentes. Junior Nemalemba et Tatiana Pembe, tous élus de la Tchangou et principalement de Ndjili, sont les premières personnes à répondre à l'appel de cette population. Avec la présence de la police, ils ont tourné dans des centres hospitaliers où sont internées des personnes blessées. Les résultats sont pitoyables. Le couple député ne pouvait pas supporter voir leurs électeurs dans cet état. Junior Nemalemba et Tatiana Pembe vont sur place prendre en charge les soins des blessés. Et la population de Ndjili quartier 7, elle, demeure dans la terreur et demande à ce que leur sécurité soit assurée. Mettre fin à l'insécurité dans l'espace Grand Kasaï, c'est le message fort qu'apporte le commissaire général adjoint de la police en charge d'appui et de gestion. Le général Patience Mouchidiav est en mission sur place et a tenu une parade avec les policiers de la garnison de Mbujimaï après avoir longuement échangé. En visite officielle dans la ville de Mbujimaï, le commissaire général en charge d'appui et gestion, Patience Mouchidiav, a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par le commandant de la police ville de Mbujimaï, direction gouvernorat, où il a longuement échangé avec le gouverneur Jean Maouéja sur la situation sécuritaire
de la province du Kasaï oriental et de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes venus pour échanger avec les autorités politiques, militaires, civiles et autres sur la situation sécuritaire de la province du Kasaï oriental en particulier. Et en général, nous sommes venus parler de la situation sécuritaire du Grand Kasaï. Après le commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion a présidé une réunion avec différentes autorités du secteur de la sécurité à qui il a transmis le message de la hiérarchie. Terminera la course à la maison militaire et le chef va vous lire. Merci. Patience Mouchidia va terminer sa visite dans la ville de Mbuji-Mayi par une parade tenue au stade Chikisha, où il a réuni plusieurs policiers de la garnison de Mbuji-Mayi pour leur parler de la discipline et respect des consignes pour une sécurité stable de la ville. Augustin Matata Ponyo serait le Premier ministre qui a le mieux géré le problème de l'insécurité dans l'Est du pays. Parmi tous les autres de la Troisième République, 74% des participants l'ont choisi au détriment de son prédécesseur Adolphe Muzito et ses successeurs Badibanga, Tshibala et Ilunkamba. C'était dans un sondage organisé sur Twitter sur le site UDPS Info. La gestion quotidienne du gouvernement et mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo reste des défis pour tout Premier ministre de la République démocratique du Congo. Depuis Antoine Gizenga, Adolphe Muzito, en passant par Matata Ponyo, Bruno Tshibala, jusqu'à Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les chantiers restent d'envergure. C'est dans ce cadre qu'un sondage a été élaboré pour savoir qui a bien géré la République démocratique du Congo et pourra être consulté afin d'apporter ses conseils aux problèmes sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout en cette Troisième République. Plusieurs de ceux qui ont voté ont porté leur choix sur Augustin Matata Ponyo, avec 74%, et certains internautes justifient leur choix par le fait que Augustin Matata Ponyo fait et continue à faire la fierté de la République démocratique du Congo. Malheureusement, les Congolais ne savent pas protéger ces grands hommes. Aujourd'hui attaqués de toutes parts, alors que félicités par les étrangers. Fin des citations. Pourquoi alors Matata Ponyo devrait être consulté? La question vaut son pesant d'or. Depuis son indépendance en 1960 à ce jour, la République démocratique du Congo a connu une vingtaine de chefs de gouvernement. Mais jamais un Premier ministre n'a pu rester en fonction 4 années de suite avant Augustin Matata Ponyo. Nommé à la mi-avril 2012 et entré en fonction le 9 mai de la même année, le sénateur Matata Ponyo a su établir un record de longévité sans discontinuité au poste de Premier ministre. Avant lui seul, Léon Kengwa-Dondo, Cyril Adoula, Adolphe Muzito avaient atteint la barre des 3 années successives. Les cumuls des années, de mois et jours passés à la primature font de Matata Ponyo un personnage incontournable sur la sphère politique congolaise, maîtrisant tant soit peu la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et aussi la situation macroéconomique, ce qui aurait poussé les 64% d'internautes à voter en sa faveur. Le ministre de l'Environnement et Développement durable a pris part à la cérémonie de la Journée internationale des forêts organisée à Rome par visioconférence. C'est la présidence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, occasion pour Claude Nyamugabo d'insister sur la juste compensation financière des efforts de la République démocratique du Congo au sujet de la préservation des forêts. Sur le continent africain, seuls 2 pays étaient invités à intervenir au travers de leur ministre de l'Environnement, Mariem Bekaye de la Mauritanie et Claude Nyamugabo de la RDC, qui a réaffirmé l'engagement du pays à réverdir nos continents. Le ministre de l'Environnement et Développement durable a également, au cours de son discours, martelé sur la juste compensation financière des efforts de la République démocratique du Congo au sujet de la préservation et restauration des forêts avec des piliers costauds. En effet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un taux de déboisement
qui s'accélérait à travers le pays et surtout autour de la capitale Kinshasa. Et le ministère de l'Environnement a mis sur pied un processus qui consiste à vulgariser l'usage du gaz domestique en vue de réduire la pression de l'homme sur les forêts autour de Kinshasa. Et je voudrais dire que ce processus connaît un franc succès, étant donné qu'à Kinshasa actuellement, la plus grande partie de la population utilise les gaz domestiques. Une compensation chiffrée à près de 21 milliards de dollars, une somme qui peut aider le pays à bien décoller sur différents aspects. Ce deuxième poumon écologique de la planète entend jouer pleinement son rôle et prendre part à tous les grands rendez-vous mondiaux. De son côté, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a reçu tour à tour la délégation des anciens commissaires spéciaux et ceux en fonction de la province du Bas-Ouélé et celle de l'ONGD du secteur travail venus présenter leur civilité et doléances en vue des solutions urgentes. C'est une journée très chargée pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a reçu en premier lieu une délégation composée du commissaire spécial honoraire de la province du Bas-Ouélé et du commissaire spécial adjoint. Ils sont venus présenter leurs doléances à la ministre des tutelles pour une solution durable. On est venu la voir parce que nous avons des doléances. On voudrait faire de notre porte-parole auprès du gouvernement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore nos indemnités de sortie jusqu'aujourd'hui. On n'a pas encore touché ça. Voilà pourquoi on voulait faire d'elle vraiment notre mandataire auprès des autorités, comme elle est aussi membre du gouvernement, pour qu'ils défendent un peu nos droits. Autre délégation à être reçue par le docteur Nenei Lungankoulou, c'est celle de l'ONGD du secteur du travail, venue présenter son rapport d'activité. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Madame la Ministre, mais également lui présenter notre rapport d'activité. Et nous sommes venus présenter ces rapports à son Excellence Madame la Ministre, ministre d'État, ministre du Travail, qui est notre partenaire au sein du gouvernement. C'est également les cotisations sociales qui sont collectées auprès des travailleurs, alors que ces travailleurs n'ont même pas de numéro d'affiliation. Madame la ministre a été très attentive à notre rapport. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a promis son implication personnelle compte mener un plaidoyer en faveur de ses hôtes auprès du gouvernement central. Cette rencontre s'est clôturée par une photo de famille. Le Conseil d'État n'a pas qualité de suspendre la liquidation des lignes aériennes congolaises, une précision apportée au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa par Maître Bosco Kiseka, venant ainsi à bout de toutes les rumeurs qui circulaient à ce sujet. Pour l'avocat Bosco Kisaka, membre du comité des liquidations en charge des questions juridiques, le Conseil d'État n'a pas compétence d'annuler ou suspendre la liquidation de l'AC SARL, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte posé par une autorité centrale, mais plutôt d'une décision prise en Conseil des ministres présidé par le président de la République en 2012. La confusion qu'on essaye d'entretenir ici, c'est parce qu'on essaye de voir qu'il y a dans les comités de liquidation les anciens travailleurs de l'AC. On a l'impression que c'est toujours cette LAC-là, dans sa gestion normale, qui continue à exercer ses activités. L'État pouvait recourir à un liquidateur indépendant, comme on l'a fait dans d'autres sociétés. La décision attaquée devant le Conseil par un groupe de personnes, c'est l'arrêté du ministre du portefeuille réclamant un aménagement dans l'ancien comité de liquidation, dont le mandat a déjà expiré. L'actuel comité de liquidation a été élu à l'issue de l'Assemblée générale du gouvernement congolais, unique actionnaire de l'AC SARL. Vous savez que quand on a créé les sociétés, les entreprises publiques ici, transformées en sociétés commerciales, le législateur a laissé la possibilité d'élargir parmi les actionnaires, même des privés, l'État congolais comme l'unique actionnaire. Bosco Kisaka appelle par ailleurs tous les ex-travailleurs et agents de l'AC SARL à la vigilance et à ne pas se laisser faire aux rumeurs sur une quelconque liquidation.
Le 18 mars dernier, le gouverneur Richard Muyej-Mangasmans totalisait 3 mois depuis son départ de la province, d'abord pour une convocation à Kinshasa, puis pour des soins médicaux en Afrique du Sud. Sur place, différentes couches sociales attendent impatiemment son retour. C'est le cas des vendeuses et vendeurs du marché central de Manika. Cela fait exactement 3 mois que Richard Muyej est absent de la province. Il s'était envolé via l'aéroport national de Kolwezi, direction Kinshasa. De plus en plus, on se rend à l'évidence que l'homme n'était pas seulement un chef, mais surtout un leader. Comme le disait John Maxwell un jour, un leader est celui qui connaît le chemin. Il prend le chemin et montre le chemin. Richard Muyej est incontestablement cet homme pour cette province. Et cela, même le citoyen lambda intègre cette vérité. Alors, dans des espaces publics, on le sent. Comme dans ce marché central de Kolwezi. Nombreuses et nombreux sont celles qui attendent impatiemment son retour. Parce qu'ils estiment qu'il est l'incarnation du développement de cette province. Retournera-t-il à tambour battant dans son Lualaba natal ou silencieusement comme un poisson dans l'eau? Personne ne le sait. Mais ce qui est très certain et très évident, il n'est pas Jésus, mais il revient très bientôt. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Des bandits armés ont causé la mort et blessé plusieurs personnes dans la commune de Ndjili, dans l'est de la ville. Les élus provinciaux ont fait une descente sur place et ont pu constater les dégâts. Depuis l'identification de la nouvelle majorité au Parlement, il s'est également effectué un changement pour les groupes parlementaires. Jean-Marc Kabounda Kabound l'a fait savoir aux différents présidents au cours d'une large rencontre. Ne nous quittez pas juste après ce journal, vous suivrez différentes déclarations politiques. Entre-temps, portez-vous bien et vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. À son arrivée dans son Gungu natal, la députée a bénéficié d'un accueil chaleureux lui réservé par sa base. La présence de ces cadres du parti cher à Joseph Kabila Kabongé avait pour objectif de redonner les sourires aux habitants de ces territoires de la province du Cuit. Avant d'entamer sa tournée aux différentes formations sanitaires de la place et des écoles, l'élu de Gungu a tenu une matinée politique avec les membres de son cher parti, le PPRD, pour un réarmement moral en ces moments où les tractations politiques s'observent. Elle a aussi appelé à l'unité, à la discipline et au respect de l'idéologie du parti. Ces derniers lui ont témoigné leur soutien à Joseph Kabila malgré la transhumance politique des uns et des autres. Naliboso naza ko remercier président national ya parti na biso PPRD Joseph Kabila Kabange baye nyonso bakotimola mabulu pona parti oyo bango moko bakokweya na mabulu wana. Partout où elle passait, Lucie Kouatelila sensibilisait sur la création de l'emploi et la représentativité de femmes au sein des organes de prise de décision. L'affectueuse Déborah n'était pas main baudrue, elle avait dans sa gibecière un lot important de produits pharmaceutiques afin d'approvisionner une dizaine de centres de santé du coin qui œuvrent dans des conditions inhumaines. Ces formations sanitaires n'existent que de nom, pas de lits des malades, pas de médicaments, carence criant des ustensiles de laboratoire. Occasion pour cette députée nationale de prendre en charge les frais d'hospitalisation de certains malades, de sensibiliser les femmes qui ont donné naissance au respect des consultations prénatales et d'inviter les médecins d'en faire bon usage. Poursuivant son périple, Lucie Kouatelila a réconforté la famille de son électrice décédée avec une aide financière. Il n'y a pas de lit dans cet hôpital que ces grabataires.
Nous n'avons pas de balance, pas de pince, pas de tensiomètre, pas de thermomètre. Veuillez nous aider. Des vacances parlementaires marquées par des grandes actions, la forte femme des Gungu a procédé également à l'inauguration de la route des dessertes agricoles comprise entre les tronçons Mundindo et Kipuka, mesurant 25 km. Il s'y est de noter que ce travail a été réalisé par des cantonniers avec l'aide de la fondation Lusiku Atelela Gubembeya. Cette route, désormais praticable, pourra aider à l'évacuation des produits agricoles qui favorisent le développement économique de cette contrée, satisfait des cantonniers. Nous sommes heureux de te voir aujourd'hui. Sois notre interprète auprès de l'office de voies des dessertes agricoles de cantonnage manuel de Gungu, car le matériel que nous avons est insuffisant. Soucieuse de l'épanouissement de jeunes de ces coins, ces cadres du PPRD a remis une tronçonneuse, une façon pour elle de lutter contre le chômage. La clôture de ces vacances parlementaires à Gungu dans la province du Kwilu a été marquée par la célébration du mois de la femme, occasion pour Lusiku Atelela de remettre l'épargne à chacune des femmes présentes lors de cette cérémonie. Le comité d'union sacrée pour la nation Kwilu a été mis en place ce 16 février 2021 pour soutenir la vision du chef de l'État dans la province du Kwilu. Il regorge en son sein la représentation de tous les partis politiques et mouvements citoyens de la province du Kwilu. Apprenons avec consternation et amertume le reportage monté de toutes pièces et déclarations mensongères faites par le gouverneur Itsundala hier, le 17 mars 2021, sur les antennes de Télé 50, et dénonçons avec dernière énergie ce mensonge. Le gouverneur Itsundala n'a aucune qualité ni compétence pour être coordonnateur de l'Union sacrée pour la nation Kwilu et n'a jamais été élu pour être désigné comme coordonnateur du dit comité. Condamnons ce comportement de mensonge qui salit et met en berne la vision du chef de l'État pour les intérêts égoïstes. Demandons à l'Assemblée provinciale de réactiver et de traiter le plus rapidement possible les différentes motions déposées contre le gouverneur Willy Itsundala pour son incompétence et la mauvaise gestion de la province caractérisée par l'impraticabilité de routes de la ville et des territoires, 2. Le non-paiement de salaire de plus de 12 mois de son gouvernement et 3. Le sous-paiement et le non-paiement des agents de la DGREC, etc. Demandons au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, de veiller au changement de l'équipe gouvernementale de la province du Kwilu en tenant compte des procès-verbaux transmis aux autorités de Kinshasa par le comité d'union sacrée pour la nation. Demandons à l'inspection générale des finances de diligenter une mission d'audit au gouvernorat de la province afin de tirer au clair la gestion de la province. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo constate que depuis la rupture de la coalition FCC-CACH en octobre 2020, suivie de la création de l'Union sacrée de la nation, la République démocratique du Congo traverse une période d'instabilité politique, de crise économique aggravée et de déchirement du tissu social, rendant l'avenir radieux de la nation incertain. Préoccupé par cet état des choses et ses conséquences, dont notamment le blocage dans le fonctionnement de l'appareil étatique, considérant d'une part que le gouvernement de la République en cours de formation est exposé à la déstabilisation, on sait qu'il n'existe, à notre avis, ni majorité parlementaire, ni coalition constituée malgré l'identification de celle-ci, et que d'autre part, le dialogue entre les forces politiques constantes et représentatives reste à bien d'égards une valeur républicaine à encourager. CEDUC propose à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer un cadre de concertation avec son prédécesseur, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, à l'effet de former une famille politique à la hauteur des enjeux politiques présents et à venir.
de consentir à l'examen de la proposition de sortie des crises de l'honorable Martin Fayulu Madidi dans le but d'apaiser le climat politique. CEDUC interpelle la classe politique dirigeante, opposante et non alignée sur leurs responsabilités respectives dans les efforts de stabilisation de la vie nationale afin d'éviter au pays une catastrophe. CEDUC est convaincu que ceci est l'unique voie qui mène vers le développement et le progrès social.